Bonjour et bienvenue à cette présentation sur les propriétés médicinales que l'on va voir dans le module 2. Diaporama, nous allons voir c'est quoi les plantes astringentes, ce qu'elles font et comment les reconnaître au goût. On va voir aussi les plantes émollientes, la même chose, ce qu'elles font et comment les reconnaître au goût. Et nous allons voir les plantes vulnéraires. En fait, ces trois propriétés médicinales astringentes, émollientes et vulnéraires qui vont être fort utiles pour traiter la muqueuse et la peau. Commençons par les plantes astringentes. Qu'est-ce qu'une plante astringente? Bien, une plante astringente, c'est qu'elle contient des tanins. Et quand une plante contient des tanins, elle est astringente. Puis, l'astringence, ça se goûte. Et vous l'avez probablement déjà goûté si vous avez déjà mangé une banane pas mûre. Ou pris une tasse de thé, surtout le thé noir a beaucoup plus d'astringence que le thé bleu, que, que le thé vert, mais aussi on va l'avoir dans la feuille de framboisier ou le plantain en moindre mesure. Il y a une gradation dans l'astringence. Donc, il y a des plantes qui sont beaucoup moins riches en tanins et d'autres qui le sont beaucoup plus, comme la busserole et le chêne qui a vraiment beaucoup de tanins. Et c'est ce qui fait qu'on a pris, par exemple, le chêne pour faire le tannage, parce que c'est avec les plantes astringentes et les tanins qu'elles contiennent qu'on a transformé la peau des animaux en cuir. Puis on peut faire ça un peu avec notre peau aussi, notre peau vivante, on n'a pas besoin de l'enlever. Et les Amérindiens, par exemple, allaient faire une décoction de busserole et puis se tremper les pieds dedans pour avoir une peau qui était tannée. Donc la plante des pieds était plus résistante aux roches et à tout. Et on va voir aussi quand on prend des plantes astringentes avec leur énergétique qu'on va on va avoir une certaine gradation. Donc on ne pourra pas prendre des plantes astringentes très longtemps. Tandis que le plantain peut être pris sur une longue période de temps, tout comme le framboisier. Qu'est-ce qu'un tanin? En fait, un tanin, c'est une molécule qui est d'origine végétale, puis c'est une molécule qu'on retrouve dans pas mal toutes les plantes. Puis surtout, c'est ça dans dans les plantes supérieures. Donc on n'en aura pas par exemple dans les algues ou dans les mousses. Mais on va en retrouver dans toutes les parties de la plante, surtout aériennes, disons. Parce que les racines sont, en tout cas, si j'y pense, là, moins astringentes. Puis la plante les produit, puis pourquoi c'est surtout dans les parties aériennes, c'est en fait un arme chimique contre certains parasites, puis aussi contre certains herbivores. Parce que lorsque les herbivores mangent les tanins, on va voir aussi que les tanins se précipitent, les protéines, les glycoprotéines, puis certains polysaccharides, puis les protéines dont les enzymes et les enzymes digestives des herbivores. Donc, lorsque les herbivores mangent des plantes très riches en tanins, ils vont moins absorber les nutriments, donc ils vont éviter de manger. Et on va voir aussi que c'est des substances polyphénoliques, donc ils ont plusieurs groupements phénol. Et c'est ce qui va conférer au tanin une bonne capacité antioxydante. Alors ici, on a des exemples de tanins. On a l'acide gallique, puis une procyanidine. Et ça, c'est deux classes de tanins. Nous avons deux grandes familles de tanins. Il y a les tanins condensés, qui sont non hydrolysables, mais qui vont pouvoir se dépolymérer s'ils sont traités à chaud avec un acide. Alors, on va avoir ça, par exemple, dans les pépins, de la pomme, de l'amande. Le raisin aussi contient des tanins condensés. Et il y a les hydrolysables. Alors, la plupart des études qu'on va vous montrer sur les tanins sont faites à partir des tanins hydrolysables. Alors, dans les tanins hydrolysables, il y a deux groupes. Il y a les gallotanins, qui sont hydrolysés en acide gallique avec un glucose. Et ça, on va retrouver ça dans la rose, la busserole, la mamélisse.
Et les études qu'on va voir plus tard sont essentiellement faites sur l'acide gallique. Mais on va retrouver aussi des élagitanins qui sont hydrolysés en acide élagique puis en glucose. Par exemple, le chêne, les gremoines contiennent ça. C'est très similaire l'action que tous les tanins vont avoir, les hydrolysables et les condensés sur la muqueuse. Les tanins, la qualité énergétique des tanins, c'est qu'ils sont surtout asséchants. Puis on le sent quand on prend là, un verre de vin très riche en tanins ou une tasse de thé, parce que le tanin va précipiter en fait les molécules qui sont dans la bouche. Ça forme comme une couche, puis on a comme une sensation de sécheresse. Donc, lorsqu'on prend des plantes astringentes, selon la gradation d'astringence que la plante va avoir, on va l'utiliser proportionnellement, inversement proportionnel à la condition du terrain. Donc, si on traite quelqu'un qui a déjà une sécheresse, surtout de la muqueuse, on ne pourra pas travailler avec des plantes très astringentes parce qu'on va voir une aggravation de la sécheresse. Par exemple, si les gens ont déjà une sécheresse de la muqueuse intestinale puis qu'on leur donne des grosses plantes astringentes, comme la busserole ou le chêne, et ces personnes-là vont sentir vraiment un malaise au niveau de l'estomac. Tandis que dans des conditions très humides, puis là on y va à l'extrême, par exemple, vous avez une grosse diarrhée, il y a une grosse perte de liquide, où il y a un exudat, il y a du mucus, formation de mucus dans les selles, dans l'intestin. À ce moment-là, on va aller travailler avec des plantes plus astringentes. Mais qu'est-ce qu'elles font, les plantes astringentes? Donc, on a vu que la propriété des tanins, c'était de précipiter des protéines, des polysaccharides, donc, et des glycoprotéines. Donc, ça va faire qu'elles vont former une couche protectrice sur les tissus, donc sur la peau et sur la muqueuse intestinale. Donc, en resserrant les tissus, ce qu'elle va faire, c'est qu'elles vont, par exemple, diminuer les saignements, ce qu'on dit hémostatique ou styptique. Puis, lorsqu'il y a de l'inflammation, il y a comme un exudat dans le tissu. Et donc, il y a comme une certaine édème locale et ça peut diminuer l'édème et l'inflammation du tissu, donc de la muqueuse intestinale ou de la peau. Et parce qu'elles forment aussi une couche protectrice, elles vont aussi se lier aux protéines puis aux polysaccharides de surface des bactéries, puis peuvent inhiber leur croissance aussi. Donc, il y a une forme c'est ça, elle est antiseptique aussi. Donc, on va voir souvent les propriétés médicinales, par exemple, d'une plante astringente, comme le chêne. Puis là, on voit qu'elle est hémostatique. Elle est anti-inflammatoire et antiseptique également. Mais c'est comme des propriétés médicinales secondaires à son astringente. À son astringence. Donc, elle est anti-inflammatoire parce qu'elle est astringente, mais elle n'aura pas un effet anti-inflammatoire, par exemple, sur une inflammation des articulations. Donc, ce n'est pas une anti-inflammatoire pure. Et c'est important pour nous que vous démêliez ces informations-là quand vous allez lire sur la littérature, dans la littérature des plantes médicinales. Donc, en resserrant les tissus, par exemple, sur une peau, en externe, si on a par exemple une coupure, on va avoir du sang qui sort, puis des bactéries qui rentrent. Donc, en formant une couche de protection, ben, on empêche le sang de sortir et on empêche les bactéries de rentrer. Donc, c'est comme un pansement chimique. Donc, les plantes astringentes seront utilisées pour tout ce qui est inflammation d'une muqueuse, autant les gencives que les intestins. On l'utilise aussi en externe, par exemple, sur un ulcère variqueux, qui est un trou, donc il y a une porte ouverte à l'infection. On va essayer d'astreindre l'ouverture. Et encore là, s'il y a un saignement en externe et en interne. Donc, les plantes astringentes ont été utilisées pour traiter, par exemple, les saignements autant sur la peau, les petits saignements, par exemple. C'est pas une hémostatique pure, mais aussi les saignements, par exemple, pulmonaires ou les saignements de la vessie, au niveau de la vessie.
on l'utilise également pour les hémorroïdes. Donc, les hémorroïdes, en plaçant une plante astringente, on va voir que ça resserre les tissus et l'hémorroïde peut se replacer. Donc, il y a comme vraiment une astringence. Puis, on va mettre aussi ces plantes-là, par exemple, dans des lotions qu'on va appliquer sur les jambes si on a tendance à avoir des varices. Mais ce n'est pas un tonique veineux. Ça va temporairement resserrer les tissus. On va également l'utiliser sur des brûlures mineures pour former une couche protectrice également, puis diminuer l'exudat qu'il y a dans la brûlure. On va aussi l'utiliser dans les cas de diarrhée, comme je l'ai mentionné précédemment. Donc, on voit encore là les propriétés secondaires à l'astringence, qui est anti-inflammatoire, antiseptique et hémostatique, styptique. En fait, le terme styptique, c'est ce qui arrête les saignements, mais lorsque c'est utilisé en externe. Tandis que hémostatique, c'est habituellement utilisé pour désigner les plantes qui vont diminuer les saignements intérieurs. Donc, parce que les plantes astringentes ou les tanins précipitent les protéines, polysaccharides, mais aussi certains minéraux, entre autres les métaux lourds, ce qui peut être intéressant, mais on va éviter de les prendre en mangeant et les prendre peut-être 4 heures après les repas et surtout après la supplémentation, particulièrement de fer. Donc, si vous prenez une supplémentation en fer et vous prenez une plante astringente, vous n'absorberez pas votre fer. Et ce qui est intéressant, c'est que les études nous montrent, surtout, comme je le disais précédemment, sur l'acide éllagique, que à cause de son composé qui est polyphénolique, il y a une action antioxydante. Et donc, contre l'oxydation de l'acide ascorbique, mais aussi la peroxydation lipidique qu'on va avoir dans le foie, entre autres, mais aussi dans les artères. Ça semble avoir un effet fantastique sur la multiplication de certains virus, dont l'herpès et celui du VIH, mais aussi ça diminue la pénétration de ces virus-là dans la cellule, donc des études prometteurs. Aussi, ça diminue la capacité de certains carcinogènes de causer des mutations génétiques dans la cellule, et ça, c'est probablement encore là à cause de ces actions antioxydantes. Maintenant, regardons les plantes émollientes, qui est un peu le penchant ou le contraire de ce qu'est les plantes astringentes.